La couronne française, laissée vacante depuis la Troisième République, Joseph Bonaparte, né le 16 mars 1856 à Paris. La naissance du prince est très pénible pour l'impératrice Eugénie. On doit recourir au forceps qui lui fracture le bassin. Sa vie durant, l'enfant portera au front la trace des fers. La ville de Paris offre au prince un berceau orné des armes de l'Empire. On le baptise le 14 juin 1856 en grande pompe à Notre-Dame de Paris. Paraphrasant la phrase célèbre d'Henri IV, Paris vaut bien une messe. Napoléon III dit à la cérémonie, un tel baptême vaut bien un sacre. Le parrain est le pape Pie XI, la marraine la reine Victoria d'Angleterre, amie de l'impératrice, mais Victoria étant de religion anglicane, c'est la reine de Suède Joséphine, fille d'Eugène de Beauharnais et cousine de l'empereur qui la représente. Le cardinal légat Patrizou, qui représente le pape, baptise l'enfant. L'acte de baptême est rédigé sur le registre de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, dont dépend la chapelle des Tuileries. L'enfant est dit « Fils de France », titre repris de l'Ancien Régime que Napoléon Ier avait utilisé pour le roi de Rome. On envisage de donner au prince le titre de roi d'Alger, idée vite abandonnée. L'éducation du prince doit être irréprochable. C'est Miss Shaw, venue d'Angleterre, qui s'occupe de l'enfant. Elle lui apprend l'anglais dès son plus jeune âge. Napoléon III refuse de le réprimander. L'impératrice compense cette faiblesse et impose des règles d'éducation strictes. L'empereur veut immédiatement placer son héritier sous la protection de l'armée. Dès le 26 avril 1856, le prince est immatriculé au registre des enfants de troupe au 1er régiment des grenadiers de garde impériale. À 2 ans, le couturier Staub lui confectionne un uniforme. Le 1er janvier 1857, un ancien cuirassier, Xavier Ullmann, est attaché au prince comme valet de pied. Il ne le quittera plus. Le petit prince peut entrer à toute heure dans le cabinet de l'empereur, sans aucun protocole, mais on doit le vouvoyer et les 100 gardes le saluent. Très jeune, il est associé aux manifestations du régime. Il assiste aux cérémonies officielles, telles l'ouverture de la session législative ou la réception d'ambassadeurs. Le 14 août 1859, au retour de la campagne d'Italie, il assiste au défilé triomphal des troupes sur la place Vendôme, assis sur le devant de la selle de Napoléon III. En 1860, pour célébrer la victoire, il accompagne l'impératrice à un Te Deum à Notre-Dame de Paris. La foule l'acclame à chaque cérémonie publique. Il est aimé du peuple et sa popularité sert le régime. Régulièrement, en août, l'empereur l'emmène au camp des Chalons pour le faire connaître de l'armée. Il s'y rend pour la première fois à l'âge de 4 ans. Il suit les manœuvres dans une petite voiture, puis sur un poney. Le jeune prince ne fréquente pas l'école publique. À l'âge de 7 ans, on lui attribue comme précepteur Francis Monnier, professeur au collège Rollin. Malheureusement, sa méthode pédagogique n'a pour effet que de lui faire prendre de retard. Il sera remplacé le 16 mars 1867 par le général Frossard, un officier de génie froid et sévère. À partir d'octobre 1867, un jeune universitaire de qualité, Augustin Filon, est nommé précepteur principal. Il fait rattraper son retard au prince en quelques années. Un autre professeur, Ernest Laviste, est nommé précepteur adjoint. Le prince manifeste une grande sensibilité artistique. Il s'avère doué pour le dessin, la musique, mais on n'encourage pas ses dispositions. Bien qu'il ne fréquente pas l'école publique, le prince impérial joue avec des enfants de son âge. Dans une pièce située au 1er étage, au pavillon de Flore, il se divertit en compagnie de Louis Conneau, né la même année que lui, fils du médecin et ami de Napoléon III, Henri Conneau. Pour son 13e anniversaire, le prince impérial est promu sous-lieutenant. Il peut désormais revêtir l'uniforme d'officier lors des cérémonies officielles. Le 7 mai 1869, il fait sa première communion. Le service du protocole se penche sur les mémoires de Saint-Simon et ressuscite le cérémonial jadis utilisé en pareille circonstance pour le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. En 1869, le prince et l'impératrice se rendent en Corse pour célébrer le centenaire de la naissance de Napoléon Ier. Le 29 août, quand le prince débarque à Ajaccio, des dizaines de milliers de voix entonnent l'Ajaccienne. Lors de la visite de la maison natale de son grand-oncle, l'enthousiasme du peuple est à son comble. Mal contenu par une police débordée, la foule se presse autour de lui et manque de l'étouffer. Mais le prince déclare calmement « Laissez-les entrer, ils sont de la famille ». On produit par la suite des pièces à l'effigie du jeune prince ainsi que de la famille impériale.
Des tensions internationales vont se développer, amenant à la guerre franco-prussienne de 1870. Napoléon III annonce dans une proclamation au peuple « J'emmène mon fils avec moi malgré son jeune âge. Il sait quels sont les devoirs que son nom lui impose. Il est fier de prendre sa part dans les dangers de ceux qui combattent pour la patrie. » Le 28 juillet 1870, l'empereur et le prince partent pour Metz. La suite du prince comprend 2 aides de camp, le commandant Lamey et le commandant Clary, petit-neveu des reines d'Espagne et de Suède, auquel l'empereur tenait à manifester sa confiance. L'impératrice assure la régence. Le prince assiste à la bataille de Sarrebruck le 2 août 1870, où il reçoit le baptême de feu. Napoléon III envoie un télégramme à l'impératrice. 2 août, Louis vient de recevoir le baptême de feu. Il a été admirable de sang-froid. Il n'a été nullement impressionné. Il semblait se promener au bois de Boulogne. Il a conservé une balle tombée auprès de lui. Il y a des hommes qui pleuraient en le voyant si calme. Croyant bien faire, le chef du gouvernement, Émile Ollivier, rend public ce message qui devait rester privé. Cette maladresse a des résultats catastrophiques et tout Paris se gauze de l'enfant de la balle. Le prince suit ensuite son père à Metz, Rethel puis Tourteron. Les défaites s'enchaînent pour l'empereur et la défaite calamiteuse de Sedan proclame la Troisième République. Le 4 décembre 1870, le prince se réfugie en Belgique. Il débarque à Douvres avec 3 aides de camp, puis gagne Hastings, où sa mère le rejoint le 8 septembre 1870. Il loge dans un hôtel de second ordre, le Marine Hotel, où Napoléon III avait résidé 30 ans auparavant. Le prince de Galles leur offre l'hospitalité à Cheusick House, sa maison de campagne. L'impératrice et le prince emménagent à Camden Place, une petite propriété située près de Londres. Le 30 novembre 1870, la reine Victoria et sa fille, la princesse Béatrice, rendent visite aux exilés. Le 28 janvier 1871, l'armistice est signé avec l'Allemagne. L'empereur déchu arrive à Douvres le 20 mars 1871. Le prince est profondément affecté par les événements de la Commune de Paris. En mars 1871, l'abbé Déguerry, avec qui il avait fait sa première communion, a été fusillé après avoir été pris en otage. Le prince va affiner sa carrière militaire sur le territoire britannique. Il est admis en 1872 à l'Académie militaire royale de Woolwich. Après avoir passé l'examen d'entrée avec son ami Louis Conneau, il se destine à l'artillerie, arme où débuta son grand-oncle. Beaucoup de ses partisans souhaitent qu'à sa prochaine majorité, le nouveau Napoléon quitte l'uniforme anglais pour se consacrer à ses devoirs de prétendant officiel. Le prince, quant à lui, préfère achever ses études. Il obtient le grade d'officier artilleur. À l'examen final de 1875, il est classé 7e sur 34e. Puis le 19 février de la même année, au soir de la proclamation des résultats, il est porté en triomphe par ses camarades. Il occupe la première place en équitation et en escrime. Son paternel décède en 1873 et la majorité du prince arrive en 1874. Les bonapartistes reconnaissent en lui l'héritier dynastique de la famille Bonaparte. Le prince assume ce rôle et signe désormais Napoléon. Certains bonapartistes désignent déjà le prince du nom de Napoléon IV. Durant la décennie 1870, on envisage de marier le prince à la princesse Thyra de Danemark, fille cadette du roi Christian IX de Danemark et sœur de la princesse de Galles et de la grande duchesse héritière de Russie. L'impératrice Eugénie et la reine Victoria songent à une union avec la fille de cette dernière, la princesse Béatrice. Mais le prince confie à ses proches qu'il désire une épouse qui lui plaise vraiment et à qui il restera fidèle. Le prince place par écrit ses idées politiques et sociales. Il a pleine conscience de la gravité des problèmes. Ses cahiers foisonnent d'ébauches et de projets. Il s'exprime pour l'égalité des citoyens face au service militaire et souhaite la fin du remplacement. Il souhaite faire émerger une aristocratie du mérite. Il souhaite une réelle décentralisation que traduirait la création des 18 régions votant chacune leur budget. Et il élabore un projet de constitution d'un troisième empire. La Chambre des députations provinciales, élue par les États provinciaux, partagerait la puissance législative avec la Chambre des pairs, composée de sommités politiques du pays déléguées par le clergé, de la magistrature, l'armée et l'ordre civil. Cette Chambre des provinces voterait le budget annuel, détiendrait un droit de veto. Il reprend les idées sociales de Napoléon III.
Il juge nécessaire de faire disparaître l'ouvrier esclave pour qui le travail est odieux, sans intérêt, sans espoir, dont l'âme est écrasée. Il cherche à soulager l'état du salarié, sans cesse menacé par une misère imméritée et dont la tâche est une corvée. Il veut intégrer l'ouvrier dans les profits de l'entreprise. Napoléon III avait dit « Il faut donner à la classe ouvrière des droits et un avenir ». À la fin de son règne, il avait fait étudier par le conseiller d'État Robert un projet de participation aux bénéfices. Malgré son exil, le prince se tient régulièrement informé par de nombreux rapports sur la situation sociale et politique des Français. Il n'a cependant pas le temps d'arrêter les lignes d'un programme précis et ses idées restent à l'état de principe. Suite à l'échec de la Commune, quelques dignitaires de l'Empire rentrent en France pour former une force politique nationale. Un réseau bonapartiste se reconstitue peu à peu, soutenu par une presse active et offensive. Au début de la Troisième République, le prince est devenu le chef d'un parti politique important, le parti de l'Appel au peuple. À partir de 1872, ce dernier constitue un groupe parlementaire redouté. Entre 1976 et 1979, le prince accentue son implication politique, il donne des directives pour les élections et les fait parvenir à Eugène Rouner. Ainsi, il décide seul des candidatures en Corse, le parti de l'Appel au peuple accroît son audience. En 1877, 107 députés bonapartistes siègent à la Chambre des députés, mais le prince veut unifier les différentes tendances du parti. On retrouve les conservateurs, les populistes, les libéraux, les fidèles d'Eugène Rouher, partisans d'un empire autoritaire, et certains bonapartistes proches de la gauche républicaine, anticléricaux et sympathisants du prince Jérôme Napoléon. Le prince envisage de refondre la presse bonapartiste, il souhaite faire appel aux meilleures plumes. En 1876, il affirme « Je tiens par-dessus tout à posséder un journal de doctrine qui pourra traduire et expliquer ma pensée et donner la note juste sur toutes les questions ». Des changements interviennent dans les journaux comme l'Ordre ou le Petit Caporal. En 1877, la direction de ce dernier s'élargit aux députés de la Sarthe Adjance, peut-être pour contrôler l'un des principaux rédacteurs, Jules Amigue, dont l'agitation inquiète le prince. Le prince pense que la République s'effondrera d'elle-même à l'égard du nouveau président Jules Grévy. Il prône une sympathique abstention. Ce dernier est en effet l'un des seuls républicains à avoir répondu en septembre 1870 à l'appel pour l'union nationale lancé par l'impératrice. De son côté, le prince souhaite faire ses preuves. Il demande avec insistance son incorporation aux troupes britanniques d'Afrique australe. S'il veut participer avec ses camarades de Woolwich au combat contre les Zoulous, c'est parce qu'il se souvient qu'il est Bonaparte. Lorsqu'on appartient à une race de soldats, écrit-il, ce n'est que par le fer que l'on se fait connaître. Depuis la mort de son père, il souhaite servir son pays. Peu avant de partir pour l'Afrique du Sud, il répond à sa mère qui le supplie de renoncer à son dessein. Quand j'aurai fait voir que je sais exposer ma vie pour un pays qui n'est pas le mien, on ne doutera plus que je sache le risquer mieux encore pour ma patrie. La reine Victoria l'y ayant finalement autorisé, il embarque en février. Après un passage au Cap, il est versé dans une unité d'éclaireurs au Natal. Battu par les Zoulous quelques mois plus tôt à Iswandwana, les Britanniques viennent de reprendre l'offensive. Il participe le 1er juin 1979 à une mission de reconnaissance. À cheval avec quelques hommes, il arrive au lieu-dit Itelzeli, à l'est du site de la bataille de Blood River. Lors d'une halte au bord d'une rivière, où elle se croit en sécurité, la patrouille est surprise par des guerriers zoulous. Une fusillade éclate et 2 soldats britanniques perdent la vie. La troupe s'enfuit à cheval, le prince tente de regagner sa monture en courant. La sangle de sel qui fut utilisée par son père lors de la bataille de Sedan, et que le prince tenait à utiliser, est hors d'usage et cède sous son poids. Il chute alors violemment, son bras droit est piétiné, il n'a plus pour arme qu'un pistolet qu'il ne peut manipuler que la main gauche. Il succombe transpercé de 17 coups d'Iroquois. Les guerriers éviscèrent et mutilent le corps des 2 soldats morts au début de l'attaque, mais épargnent celui du prince, seul homme à s'être battu. Il se contente de le déshabiller, de lui prendre ses armes. Le chef des guerriers ordonne qu'on lui laisse sa chaîne d'or, où pendent 2 médailles et un cachet de cornaline, souvenir de sa grand-mère, la reine Hortense, transmis par son père. Les guerriers zoulous qui portent des amulettes autour du cou respectent celles du prince. En hommage, il restitue ses objets personnels et son uniforme. Le rapport du capitaine Molineux du 22e régiment précise
Le cadavre portait 17 blessures, toutes par devant, et les marques sur le sol comme sur les éperons indiquaient une résistance désespérée. En France, sa mort suscite la stupeur, l'émotion est vive, dans toute classe de la société, surtout dans les classes populaires. Ses restes sont transportés à Dundee, puis à Pittsburgh, rapatriés en Europe pour être inhumés dans l'église catholique de Cleethurst, au sud-est de Londres, où repose déjà son père, puis placés dans la crypte impériale de l'abbaye Saint-Michel de Faaborg, où le prince repose en paix. Avant son départ, comme un signe prémonitoire, avait été rédigé son testament, le 26 février 1879, à Chislehurst. Le prince affirme mourir dans la religion catholique et formule le souhait que son corps soit déposé auprès de celui de son père, en attendant qu'on les transporte tous les deux là où repose Napoléon Ier. Il affirme que sa dernière pensée sera pour sa patrie et que c'est pour elle qu'il voudrait mourir. Il y exprime le sentiment de sa profonde gratitude pour la reine Victoria, pour toute la famille royale britannique et pour le pays où il a reçu pendant 8 ans une cordiale hospitalité. Il y affirme une dimension politique en ce qu'il y demande à sa mère de soutenir la cause de l'Empire. Il dit « Je n'ai pas besoin de recommander à ma mère de ne rien négliger pour défendre la mémoire de mon grand-oncle et de mon père. Je la prie de se souvenir que tant qu'il y aura des Bonaparte, la cause impériale aura des représentants. » Par cela, il invite Eugénie à soutenir son cousin, le prince Victor Napoléon, qu'il désigne comme continuateur de l'œuvre des 2 empereurs des Français, cela a pour conséquence de diviser et d'affaiblir le parti bonapartiste. Selon les constitutions impériales ratifiées par le peuple français, l'héritier dynastique est non pas le prince Victor Napoléon, mais son père, le prince Napoléon. Or ce dernier, partisan d'un régime laïque, est suspecté de républicanisme. On retrouve dans les affaires du prince une prière qu'il avait rédigée avant son départ. Elle révèle la foi qu'il animait, mais aussi un esprit de sacrifice rare chez les jeunes hommes de 23 ans. On y lit pour conclure « Mon Dieu, je vous donne mon cœur, mais vous, donnez-moi la foi. Sans foi, il n'est point d'ardente prière, et prier est un besoin de mon âme. Le bonheur est empoisonné par cette pensée amère. Je me réjouis, et ceux que je chéris 1000 fois plus que moi sont en train de souffrir. » C'est sur cette citation que se termine la vidéo sur le prince Napoléon IV, héritier de l'Empire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me déposer un like, un commentaire, un petit partage. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.